là pour justement la République numérique. On est là pour vous entendre sur la consultation que vous avez lancée. Je pense que c'est aussi une très bonne chose de lancer des consultations et de pouvoir faire réagir par rapport à un sujet aussi important pour notre économie et pour la société. Donc, merci beaucoup, cher Patrick, de votre accueil. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je vais faire un sondage pour commencer. Qui a lu le texte de loi dont je vais vous parler? Grands élèves, donc finalement, de le présenter article par article, c'est sans doute d'un intérêt limité pour vous. Je vais du coup essayer d'en introduire l'esprit, la philosophie. Je pense que le plus intéressant, ce sera d'avoir un échange, que je réponde à vos questions, que j'entende vos remarques et commentaires. Alors, sur la méthode, je suis agréablement surprise de constater que la consultation publique a ce mérite qui est de faire que tout le monde s'empare d'un texte de loi, ce qui est pas toujours évident parce que voilà, c'est une rédaction technique, juridique, parfois un peu abstraite pour les non-juristes, mais en tout cas sur cette méthode innovante, puisque c'est la première fois en France, mais aussi en Europe, et voire dans le monde, à l'exception du Brésil et des Philippines, qui avaient tenté l'exercice de la démocratie participative sur un projet de loi du gouvernement. Sur la méthode, moi je suis déjà satisfaite de constater une participation assez large, un véritable engouement qui est permis grâce à un soutien fort du Premier ministre qui, comme moi, partageait l'idée selon laquelle c'est difficile d'expliquer aux entrepreneurs qu'ils doivent prendre des risques et que nous n'acceptons pas d'en prendre nous-mêmes. Et donc on s'est lancé. Le risque, il est certain dans la mesure où il y a un potentiel effet déceptif à partir du moment où certaines propositions de modification reçoivent de très nombreux votes. Eh bien, il faut justifier de les accepter, de les incorporer ou de les rejeter. Et c'est intéressant de voir que finalement, ce ne sont pas sur les articles, en tout cas personnellement, sur lesquels j'attendais le plus de mobilisation, qu'il y a forcément le plus de votes. Mais en tout cas, on fera une synthèse de cette consultation d'ici quelques semaines, tous les ans, puisque l'exercice est pour vous exprimer jusqu'au 18 octobre. Ensuite, tout va s'accélérer. Il y aura une semaine pour traiter en interne au sein des administrations les réponses, pour que les responsables politiques choisissent au final, non pas les réponses à adresser, puisqu'on répondra aux propositions qui auront reçu le plus grand nombre de votes, mais aussi d'aller chercher celles qui nous intéresseraient, qui seraient un peu passées inaperçues. Et puis après, il faut refaire des arbitrages interministériels pour trouver un accord au sein de l'ensemble du gouvernement. Puis, procédure au Conseil d'État, consultation de toutes les autorités administratives indépendantes impliquées et présentation du Conseil des ministres au mois de novembre avant un passage à l'Assemblée nationale en janvier. Voilà pour la méthode, voilà pour le calendrier. Le texte, pour une république numérique. D'emblée, je vais rejeter la critique lue ou entendue selon laquelle ça ne serait pas un texte économique. Si vous êtes présent dans cette salle, nous sommes chez Cap Digital, c'est que vous concentrez vos activités sur des secteurs économiques clés, que ce soit en tant que chercheur, en tant que PME, que grand groupe ou que start-up. Et je crois que vous avez tous compris à quel point la data aujourd'hui est cruciale pour favoriser l'essor de l'économie de la donnée. La data, c'est le capital du XXIe siècle. Et plus on la diffuse, plus elle circule, plus elle peut potentiellement créer des sources d'innovation et donc de valeur économique. Ça, c'est le postulat de base du texte. Donc, il pose les briques, le socle de ce qui doit pouvoir faire émerger une économie de la data. Cela suppose que tout l'appareil institutionnel soit organisé autour de cet impératif, autour de cette priorité stratégique. Il
Ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc, on met en place une politique ambitieuse d'open data par défaut. Ça sera la première fois un vrai renversement culturel, un nouveau paradigme pour les administrations, notamment les administrations centrales. Ça veut dire que chaque agent public au centre de la fonction publique devra désormais se poser la question, ce document que je suis en train de produire, est-ce que je dois le mettre en libre accès? Est-ce qu'il doit être rendu disponible comme une donnée publique? Donc ça supposera toute une organisation administrative autour de cette stratégie, l'intérêt aussi de créer une mission de service public de la donnée, parce que ça rentre désormais dans les missions des administrations que de devoir gérer les données produites, les exploiter au mieux, les faire circuler, et non seulement pour des enjeux d'exigence démocratique, de transparence de l'action publique, mais aussi pour favoriser les poches d'innovation là où elles peuvent naître. Donc tout le premier chapitre, c'est sur la circulation de l'information, des connaissances et des savoirs autour de ces données. Open data pour les données publiques, création des données d'intérêt général qui là peuvent potentiellement intéresser beaucoup les acteurs économiques. Les premiers concernés sont dans le texte les SPIC, services publics industriels et commerciaux, et les EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux, mais aussi toutes les entreprises qui sont en régie ou en concession, ainsi que toutes celles qui bénéficient de subventions de la part de l'État, où il faudra des contrats spécifiquement dédiés à l'échange et au partage de données. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on crée des digues pour l'ensemble des acteurs économiques? C'est très compliqué, ne serait-ce qu'en droit, parce que ça pourrait être considéré comme une expropriation, et que le texte risquerait de ne pas passer la barrière du Conseil constitutionnel. Il ne s'agit pas d'être trop interventionniste ou dirigiste dans la sphère économique. En revanche, de trouver des mécanismes qui peuvent favoriser la collaboration et le partage des données, il me semble que c'est là le rôle des politiques. De plus en plus, je rencontre des startups qui m'expliquent qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de recourir à un supercalculateur, qu'elles n'ont pas forcément les bases de données qu'ont des grandes entreprises, mais qu'elles peuvent apporter soit par des logiciels de gestion de données, soit par les données qu'elles gèrent une vraie plus-value. Simplement, cette plus-value, on peut la trouver que si les données sont partagées entre plusieurs acteurs économiques. C'est déjà une tendance qui se démarque dans le marketing, par exemple, dans la publicité, tout le secteur des médias, et je pense qu'on aurait intérêt à l'encourager plus encore. Donc il y a quelque chose, typiquement, qui ne figure pas dans le texte, mais on essaie de travailler dessus, et je suis très preneuse de vos suggestions, c'est est-ce qu'il faudrait un contrat, type contrat de vente, contrat de commerce, spécifiquement dédié à l'échange et au partage de données détenues par des entreprises pour s'assurer que tout ça se fait dans un cadre juridique stabilisé et sûr pour les acteurs économiques. Voilà sur la partie data. Il y a une disposition qui, je sais, plaît beaucoup aux chercheurs, ou en tout cas à la majorité de la communauté des chercheurs, c'est l'open access, où là, je pense qu'on tout simplement on rattrape un retard, c'est-à-dire qu'on autorise les chercheurs à mettre en libre accès les données scientifiques et techniques ou les données de la recherche en sciences humaines et sociales qui ont d'abord été publiées dans des revues scientifiques, dans des actes de colloques, etc. Au bout d'un certain délai d'embargo, donc un an pour les sciences pures, 2 ans pour les sciences humaines, afin que le grand public et l'ensemble de la communauté des chercheurs puissent bénéficier des fruits de cette recherche, et je parle de la recherche publique, ou en tout cas de la recherche financée à plus de la moitié, plus de 50% sur fonds publics. C'est finalement tout à fait en phase avec l'esprit intrinsèquement international et collaboratif du monde scientifique. On crée une nouvelle catégorie juridique qui est celle des communs. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que sont les communs? Ah, donc là, pour le coup, vous êtes plutôt isolé. C'est la première invention depuis la dissolution du marxisme dans la dictature et du socialisme dans le libéralisme. Alors, j'entends parfois ça, on me dit les communs, c'est fait par les communistes. Ça me fait beaucoup rire parce qu'en réalité,
Je pense c'est une catégorie juridique qui doit permettre de faire émerger beaucoup d'innovations, mais d'innovations qui ne sont pas encore inventées. Donc quand je disais que c'est un texte de principe qui pose des briques, on sent bien que ce type de briques, elle amène à être renforcée au cours des années et des pratiques. Mais les communs, c'est le domaine des choses, des biens, des informations, des savoirs qui sont mis en libre accès et partagés, souvent co-créés par une communauté. Internet, par définition, ça avait été au départ pensé comme un commun, on pourrait penser bien commun ou de l'humanité, ou bien en tout cas avec cette idée que c'était des ingénieurs, informaticiens, des développeurs qui avaient au sein d'instances techniques, le E3C, la ITF, décliné des standards techniques et des modes de gouvernance d'un ensemble de réseaux qui n'intéressaient que peu les États. Les gouvernements étaient plutôt dans les choux parce que ça allait très vite et qu'il fallait pouvoir être très réactif et que les enjeux politiques n'étaient pas encore cernés sur ces sujets. Et donc ce travail collaboratif qui est intrinsèque à la naissance d'Internet, il se décline encore aujourd'hui, notamment chez les communautés du libre ou sur d'autres catégories de biens spécifiques. Donc on crée cette catégorie des communs. Pour le chapitre premier, je crois que j'ai dit. Le second, c'est sur la confiance et la protection qui sont absolument essentielles pour l'essor de l'économie numérique. Et on sent qu'aujourd'hui, le climat peut potentiellement être à la défiance. En tout cas, chez les Français, il y a cette idée qu'ils sont consentants parce que quand on utilise leurs données personnelles, en théorie, au moins, le consentement est donné et exprimé, mais c'est plus de la résignation que du consentement. Et il pourrait y avoir un jour où des scandales d'abus, de fuite de données, de vol de données, etc., pourraient créer une réticence telle que ça freinerait le développement du numérique. Chose certaine, il est essentiel de réaffirmer, de créer de nouveaux droits dans cet environnement numérique pour les citoyens numériques. C'est ce qu'on fait avec la neutralité du net, c'est ce qu'on fait avec la loyauté des plateformes, et c'est ce qu'on fait avec un droit d'ordre générique qui édicte la libre disposition de ces données personnelles et qui se décline ensuite en plusieurs attributs ou plusieurs dimensions pratiques: la portabilité des données, la confidentialité des emails, la mort numérique, le droit à l'oubli pour les mineurs, etc. Et puis le troisième volet est plus social. J'ai toujours considéré que le numérique devait être approché de manière transversale, que c'est une politique publique et donc il faut toujours avoir cette dimension territoriale et sociale. Il y a un volet inclusion des territoires, on incite beaucoup les collectivités locales à s'approprier les usages, pas que les départements et les régions restent encore, avec raison, obnubilés par la question des infrastructures et des tuyaux, pour s'assurer que Internet entrée au débit, la couverture mobile arrive dans leur territoire, et c'est bien sûr essentiel. Il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on met dans ces tuyaux. Est-ce que c'est l'e-médecine, est-ce que c'est de la e-éducation, est-ce que c'est du e-government, de la e-démocratie, est-ce que c'est du e-commerce, et donc on a une politique de soutien à la diffusion des usages créés par les collectivités locales avec les acteurs économiques. Donc il y a cette dimension. Et puis le volet strictement social qui est accessibilité des outils numériques aux personnes en situation de handicap et maintien de la connexion à Internet pour les foyers fragilisés financièrement. Voilà le tableau de ce que peut être une république numérique qui nous distingue sans doute d'autres pays qui font beaucoup le pari du numérique d'un point de vue strictement économique, c'est-à-dire en pariant sur les grands acteurs qui sont déjà en place, ou on parie sur l'innovation qui n'est pas encore là, mais pour créer le socle public qui permettra d'accueillir cette innovation dans toutes ses formes nouvelles pour l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire, mais j'aimerais beaucoup vous entendre et peut-être préciser certains des points que je viens de dire.